Bonjour! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que je voyais David être mort de rire sur ton écran. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast préféré. Merci de nous accompagner encore dans notre aventure en recherche en AI sur les enjeux éthiques et sociaux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Nous sommes le 17 juin et au moment de cet enregistrement, au Québec, déconfinement progressif, lentement mais sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un été chaud, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe chez vous en Europe? En Europe, c'est l'Euro. Il y en a plusieurs qui nous écoutent de l'Europe, donc c'est l'Euro. Donc il y a du foot à la télé. Des spectateurs dans les gradins, c'est beau à voir, des chants. J'ai versé une première larme là, quand j'ai entendu les premiers chants des spectateurs. Puis le moment où les spectateurs bouent ou chahutent ou sifflent l'arbitre, là, je m'étais ennuyé. Je m'étais ennuyé de tout ça. Et parlant de s'ennuyer, ben, mes collaborateurs, je me suis ennuyé de mes collaborateurs. On a eu un gros hiver de travail. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir en studio Ève qui est là. Bonjour Ève. Merci de me permettre de squatter un micro, Jean-François. Merci d'être là aujourd'hui, ça va vraiment être différent. David est là aussi. Bonjour David. Salut Jean-François, ça va bien? Ben oui, merci. Aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps que je les avais vus, il y a Fred qui est absent aujourd'hui. On le salue bien bas. Aujourd'hui, on voulait parler un peu vous donner un peu des nouvelles de nous parce que vous avez décidé de nous accompagner dans notre aventure sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pensé d'abord leur demander des nouvelles d'eux parce que concrètement, ça fait longtemps que je les ai vus. Commençons par Ève d'abord. Ève, j'ai entendu dire que tu allais bientôt, tel un Pierre-Esprit Radisson des temps modernes, tu allais arpenter ou naviguer les rivières de notre beau pays dans l'Ouest canadien. Est-ce que je me suis trompé, Ève? Paraît-il, oui. Je pars la semaine prochaine pour me ressourcer en Colombie-Britannique. Retourner à des passions de jadis, de faire du canot-kayak, de coacher du canot-kayak de vitesse. Donc, c'est ça, j'ai communiqué avec un club de canot là-bas, puis je vais coacher des C'est où exactement? C'est à Maple Ridge, à 30-40 minutes de Vancouver, à vrai dire. Nice. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas coacher, c'est ça? Ouais. As-tu un groupe à toi? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu vas être allié à quelqu'un? Non, je prends un groupe de jeunes. En fait, c'est un club qui a de développement, c'est-à-dire qu'il commence avec des jeunes de 10 à 15 ans qui montent tranquillement au niveau compétitif. Puis ensuite, il y a une poursuite vers des objectifs un peu plus compétitifs, notables, les championnats canadiens, championnats du monde, et blablabla. Moi, ce ne sera pas le groupe dont je vais m'occuper. Moi, je vais m'occuper des enfants 10 à 15 ans à peu près. Donc, un bel âge où les gens sont en formation. Puis c'est un bel âge aussi pour apprendre la manière dont l'esprit sportif peut se réverbérer dans tout le reste de la vie aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le coaching, de montrer que on ne sera clairement pas tous des Olympiens, mais tout le monde qui a fait du sport, je crois, continue de pouvoir mobiliser les apprentissages qu'il a fait dans son parcours sportif pour le reste de sa vie. Puis, si il y a des gens qui m'écoutent et qui sont bien préoccupés par la fin de mon mémoire, là, il y a certains, je pense à Guillaume Macot, par exemple, qui est toujours en train de me dire là, tu vas l'écrire quand ton mémoire? Ben, inquiète-toi pas, mon beau Guillaume. Ça va se faire. Je vais être en nature, puis c'est beaucoup plus facile de rédiger dans ces conditions. Oh, oui, c'est sûr. Non, c'est bien. Non, on s'inquiète toujours pour l'écriture, là, mais ouais, il faut juste se mettre dans un bon contexte puis travailler fort. Je pense bien que tu vas avoir le bon contexte pour t'asseoir et peut-être t'isoler
pour suffisamment t'isoler pour travailler fort sur ce mémoire. Qu'est-ce que tu as fait de bon cet hiver? C'est quoi tes gros projets? Qu'est-ce qui t'occupe? Moi, je viens de terminer en début de semaine, cette semaine, une série d'une vingtaine d'entrevues avec des étudiants, à savoir pour mesurer l'intelligibilité du plumitif. Bon, mais c'est ça sur quoi mes travaux de maîtrise portent, à savoir est-ce qu'on peut utiliser des techniques de design technologique et d'intelligence artificielle pour accroître la facilité à comprendre et la clarté d'un document juridique excessivement complexe qui est comme fait d'une pluralité d'abréviations cryptiques. Puis on a fait quelques premiers prototypes, d'ailleurs, sur lesquels David avait travaillé. Puis là, dans les dernières semaines, on tentait de les tester pour voir qu'est-ce que les gens en pensaient. On prenait des gens qui consultaient le plumitif dans sa forme cryptique versus dans sa forme traduite, puis on jasait avec eux pendant 1 heure pour savoir où ça bloque. Est-ce que vous êtes un justiciable, vous souhaitez savoir à quel endroit et à quel moment payer l'assuramende compensatoire. Dites-moi ça. C'est qui l'avocat de la couronne et compagnie. Donc, fait que c'est ça. Ça a été un gros blitz de recrutement, puis un gros blitz d'entrevue. Quelque chose qui n'était pas nécessairement l'habituel du juriste, mais excessivement formateur, excessivement riche, puis de trucs... Vraiment? Puis tu faisais des enregistrements de ces entrevues-là? Oui, absolument. C'est enregistré, puis là, après ça, on embarque dans la prochaine vague de retranscription. Ouais, retranscription, analyse. Tu travailles avec quel logiciel? T'as-tu des... Ben là, il va falloir que je découvre InVivo. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Oui, ça va passer par là. Ouais, absolument. Mais j'ai vraiment hâte, justement. Puis si... as-tu déjà utilisé ça un peu, toi, InVivo? InVivo, un peu, pendant une partie de ma thèse, mais ça fait un bout. Là. J'imagine qu'ils sont rendus à quelle version? Je saurais pas dire. Puis moi, j'espérerais qu'ils vendent un logiciel aussi de retranscription automatique que je pourrais après ça repasser juste simplement, comme traduire toutes les erreurs qu'ils ont fait, là, retravailler les erreurs qu'ils ont fait, mais je pense pas que c'est prêt en français encore. David, d'après toi... Oui, ça fonctionne très bien aussi en français. Je pourrais te donner des outils. Je m'en allais t'écrire sur notre Slack ensemble pour te dire ne recantrise pas ça à main. Il existe des outils, du speech to text qu'on appelle là, finalement. Il y en a plein là, qui fonctionnent relativement bien. Il va falloir que tu repasses dessus, mais au lieu de te prendre 4 heures, ça va peut-être te prendre une demi-heure, 1 heure par enregistrement finalement. Mais moi, c'était pas autant cette étape-là que, oui, celle-là est automatisée, mais après ça, il faut que tu prennes tes extraits, tu tags, tu fais-tu de l'analyse de cet ordre-là aussi? Oui, absolument, ça va être ça de le faire, mais justement, si une fois que tu as le matériau brut là, ça va être plus facile de l'analyser que de passer. Ce que je lisais, c'était comme 4-5 heures par heure de... non, ça finit plus là, si tu fais ça. C'est ça. Mais ouais, après ça. Je te donnerai d'autres outils pour faire ça. Là. Tu sais, ce qu'on avait utilisé pour faire la notation des plumitifs, ça pourrait t'aider aussi à noter tes textes. C'est quoi? Ça va être plus rapide. C'est juste que tu as une interface web là, finalement que tu peux le faire, puis c'est juste plus rapide que des fois de le passer dans d'autres outils où est-ce qu'ils sont plus lourds là, ou de le faire à la main, là, finalement. Là. Ben ouais, on se jasera de ça, David. On va se jaser de ça. Des fois, c'est ça. Il faut juste voir c'est quoi la courbe d'apprentissage par rapport à apprendre un nouvel outil pour que ça peut t'apporter. Mais InVivo, David, tu n'as jamais utilisé InVivo ça? fait un très bon travail, là, je pense. Tu utilises ça aussi? Moi, jamais, mais je le connais de nom. J'en ai entendu beaucoup parler. C'est pas le genre d'outil que j'utilise pour mes travaux, mais je pense que ça fait un très bon outil pour tout ce qui est travail du NLP pour un praticien qui ne connaît pas l'informatique nécessairement au sens de programmation. Ça fait un excellent travail de ma compréhension. Ça va être super trippant comme... Puis ça, tu publies ça dans ton mémoire aussi, ces données-là? Oui, c'est partie intégrante de mon mémoire, en fait. Là, ça se transforme quand en thèse, cette histoire-là? Si tu fais tout ça, là, c'est pas... Un mémoire, ça commence à être lourd là, comme protocole, là. Non? Ben, je sais pas. Les ambitions sont que ça finisse au plus tard à Noël. Là. On verra rendu là si c'est complètement irréaliste ou pas. Là. Tu peux pas juste passer directement au DA? Avec un projet aussi ambitieux, non? Ben, bon, grosse question. T'es pas la première personne à m'en parler. Je vais pas te mettre dans l'embarras, là. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, mais t'es pas la première personne à en parler. Je suis pas sûre. J'ai un peu des ambitions peut-être de faire un doc ailleurs. Fait qu'il y a une première chose là. Il y a une deuxième chose aussi que je crois pas que c'est quelque chose en lequel croit mon directeur très fortement. Je pense qu'il pense, à son avis, que c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de commencer de sauter des étapes. C'est tout mieux de faire finir le mémoire, d'avoir déjà fait ça plutôt que d'arriver à la thèse puis d'avoir jamais rien conclu, jamais fait non, moi, je pense complet. comme lui, je me dis, ça serait au moins
Tu sais, comme mémoire, il me semble que tu peux fermer ton mémoire avec moins que ça. Tu sais, quand tu te mets à avoir des entrevues, tu te mets à saisir, analyser, rentrer dans une vivo, traiter, tu sais, t'en as pour un bail là, avant de te rendre à quelque chose de concret. Fait que c'est ça, je me dis, soit que tu te transformes en doc ou tu clôt le mémoire avant de t'embarquer dans... C'est des discussions qu'on a eues souvent, puis on verra à quel point, à quel moment je vais me péter la gueule ou non. C'est un Ben- mémoire ambitieux. C'est un Faut le voir mémoire. comme ça. Oui, ben oui. Ben, plus ambitieux Effrayant. que bien des Oui. mémoires que j'ai lus dans ma vie, ça c'est sûr. Là. Tu sais, un mémoire, mais il y avait un prof qui m'a dit un mémoire, là, tu sais, c'est un travail long, là, tu sais, c'est une 40aine de pages. Puis... OK, mais ça dépend des mémoires, là, parce que moi j'en ai vu avec un protocole expérimental, 2 ans de bench, des données, tu sais, le tien, là, ça me semble ambitieux. Non, je ne passerai pas tout de suite à David. J'avais une autre pour toi, Eve. Je t'ai vu récemment sur le panel. Le panel, ça s'appelle le projet de loi de règlement européen de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. C'est ça, je me trompe pas? Yes. J'étais là, je t'ai vu sur le chat, tu étais là à cet événement-là. J'ai lu d'ailleurs ton résumé. Tu as publié un résumé, tu l'as publié où? Je l'ai publié sur Lawfare, qui est comme un blog sur le droit américain, qui est une super belle plateforme en ce sens où tu as tout le lousse pour publier comme longuement. Là. C'est un texte qui prend un peu plus d'une dizaine de pages, mais avec un lectorat plutôt journalistique, puis un bon lectorat aussi, ça a une belle visibilité. Fait que ouais, c'était vraiment pas dans mes plans d'hiver, là, soyons clairs, puis c'est un projet qui m'a pris pas mal, avec lequel j'ai bataillé C'est un beau fort. texte, là. Je veux dire, moi, j'étais là à la conférence, puis j'étais content de lire ton texte après, là, parce qu'il m'en manquait des bouts. Là. Ah ouais, mais c'est pas un document facile. Hein. Le règlement européen, là, c'est un 125 pages très, 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 très dense. C'est ça, moi, je l'avais vu au début, puis j'étais comme, ah oui, on peut résumer ça. Puis plus je m'y plongeais, plus je le trouvais technique, je le trouvais dense, je le trouvais complexe. Puis je voulais le comprendre. Puis bon, souvent, la meilleure manière de comprendre, c'est d'écrire pour moi. Fait que c'est ce que j'en ai fait. Mais ouais, c'est toute une excessivement belle initiative de la part du législateur européen, de la Commission européenne. Moi, j'étais un peu perdu, honnêtement. Là, le droit, ben, je ne suis pas formé en droit, mais je pense que me débrouillais assez bien avec le droit ici, Québec, Canada, même États-Unis, je pense que je réussis à me dépatouiller. Mais le droit français, là, on dirait que même le langage exempt, là, c'est quoi que ça veut dire exempt? Ou exempt, comment on dit ça? Exempté. Exempté, c'est... Tu touches là, un pet peeve of mine, là, tellement, là, avant, après. Exempté avant, ex post, après. Ce serait tellement plus simple si on arrêtait de se jouer dans le latin. Avant, après, ben, c'est juste du latin, c'est ça? C'est là? que ça. Oh non. Moi, je me disais, non, mais c'est quoi cette sorte de droit-là? T'as peu là. Il y avait une expression. Tu sais, juste ce mot-là, ben, des fois, c'est ça qu'on voit. Là. Quand on sort de notre champ de compétences, il y a un jargon. Puis c'est la même chose si on parlait de génétique. Tu sais, Mané, il y a un mot là, hyper compliqué. Tu te dis, c'est quoi que ça veut dire, ça? C'est quoi que ça veut dire mythosynthèse? Puis là, tu analyses. Puis, ben, mytho, ça veut dire telle chose. Puis synthèse, ça veut dire telle chose. Ça veut juste dire qu'il se construit puis il se sépare. Ah oui? Mais pourquoi qu'on ne dit pas juste il se construit puis il se sépare au lieu de dire mythosynthèse? Ça réglerait bien des problèmes. Ex ante, j'avais vu ça. Mais est-ce que tu vas y revenir aujourd'hui? Est-ce que tu vas en parler un peu? Ou sinon, il faudrait quasiment faire un épisode pour essayer d'analyser au moins ton texte, prendre le temps de l'approfondir. Je trouvais qu'il y avait vraiment des pistes de réflexion, d'analyse. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre c'est quoi le cadre qui entoure ça en ce moment. C'est très appliqué aussi. Même si le langage était difficile, là, des fois, à saisir, je trouvais que c'était très appliqué. Ça se concentrait sur les applications, les utilisations. Ça me semblait surtout fondé sur la notion de risque, je dirais. Hein. C'est ça qui est central, non? Exact. Ben, je peux faire un bref résumé. Je savais pas. J'hésitais à savoir si ça faisait partie de ce qu'on pourrait enregistrer plus tard ou pas, mais je peux le résumer rapidement maintenant. Ben, on peut en parler plus tard aussi. Tu as réservé ça pour des prix IARC? Puis non. Ben, Finalement, je suis allée avec un livre pour les prix Lovelace, fait que j'ai de la place pour comme ça. OK, mais vas-y, fais-moi ça un petit résumé, puis après ça, on passera à David. Donc, c'est ça. Le règlement européen, d'abord, qu'est-ce qu'un règlement européen? C'est une forme de loi qui a vocation à s'appliquer à travers toute l'Europe.
Dans le domaine de l'intelligence artificielle, des technologies, le règlement qu'on connaît le mieux, c'est certainement le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui a vraiment eu un impact massif, non seulement en Europe, mais à travers tout le monde, pour encadrer la protection des renseignements personnels, la vie privée dans le domaine des technologies. Et certainement, la Commission européenne a la même ambition avec son règlement sur l'intelligence artificielle. Ils veulent faire la promotion d'une IA digne de confiance, une intelligence artificielle qui est mue par des valeurs européennes. Donc, ils proposent un règlement qui est fondé sur une approche sur le risque. C'est-à-dire qu'il définit 4 niveaux de risque. Oui, c'était super. C'est là où j'ai vu que le droit est quand même, c'est assez appliqué. Il y a des risques. C'est-tu des grands risques? S'il y a des grands risques, il y a des grandes mesures. Puis s'il y a des petits risques, il y aura des petites mesures nécessaires, mais petites. Là. Exact. Donc, c'est ça. On définit que certaines technologies qui sont simplement inacceptables, qui ne sont pas alignées avec les valeurs européennes, puis elles sont comme dans le niveau de risque inacceptable, le haut de la pyramide, un risque rouge. Parmi ces technologies-là, on a le crédit social chinois qui, même si on le sait que... Le crédit social, OK, donner des... je t'aime pas, comme dans le... Un peu comme dans Black Mirror. De Black Mirror. Oui, exact. Tu traverses en diagonale. Si tu jaywalk dans la rue, tu vas perdre des points puis tu pourras peut-être pas te booker un billet d'avion. On sait que ça se passe pas nécessairement véritablement comme ça en France, puis c'est l'Amérique du Nord qui a un peu fait un hype autour de ça. Mais bref, on dit que c'est une technologie qu'on veut jamais voir l'État adopter. On veut jamais que l'État se mette à surveiller puis à donner des points. Ça, c'est un système d'intelligence artificielle inacceptable. Ça, c'est rouge. Rouge. Okay. Après ça, la manipulation aussi. Manipulation un peu des opinions, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux un peu. Là. Exactement, les dark pattern AI qu'on appelle, que les Américains appellent, là, c'est-à-dire que de manière un peu subliminale, je vais tenter de t'empêcher d'aller voter. C'est intéressant le mot manipulation, c'est vrai que c'est un peu de la manipulation. Oui, c'est ça. Mais il y en a toujours eu, là, mais la publicité, c'est une sorte de manipulation. Mais là, c'est un petit peu sur les stéroïdes, tout ça. Oui, où est-ce qu'on la place, la différence entre la propagande, la manipulation puis la simple publicité marketing? C'est intéressant. Puis ça fait partie des enjeux aussi qui ont été soulevés en contre le règlement européen, qu'on trouve peut-être un peu flou dans ses définitions. Il y avait une première version qui avait leaké, qui était encore pire, qui était très difficile à savoir... inciter quelqu'un contre son gré à adopter des comportements qu'il ne souhaiterait pas. C'est un peu difficile. Là. La nouvelle version est plus facile à comprendre, mais reste que ça va poser des problèmes d'application à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a aussi... Fait que là, il est rouge. On est rendu au 2e niveau. Là, c'est 3... On est encore à rouge. OK, c'est toujours Manipulation, à rouge. c'est encore à rouge. Manipulation à des fins... On a une manipulation aussi de personnes vulnérables. Par exemple... une poupée qui parlerait à un enfant pour l'inciter à s'engager dans des comportements néfastes pour elle. Ça aussi, c'est interdit. Aïe, ça, c'est creep. Ça. Exact. Ouais, OK. Puis il y a la reconnaissance faciale dans l'espace public par les forces de l'ordre. Une poupée qui parle pas, pour moi, là, c'est déjà... en plus, elle parle. Puis c'est roulé par un AI, là. Ouf, OK. Continue, excuse. Mais pas de stress. Puis c'est ça. Puis finalement, il y a la reconnaissance faciale dans l'espace public par les forces de l'ordre, qui est aussi interdite, mais là. Sauf dans 4 d'exceptions très, très mincement définies, mais là, ça, c'est les mots de la commission, là, narrowly defined. Dans les faits, c'est pas narrowly defined tant que ça. C'est 4 exceptions qui donnent vers 38 articles ou 33 articles qui, finalement, il y a pas mal d'utilisations où les forces de l'ordre peuvent un peu se dédouaner puis finir par utiliser la reconnaissance faciale pour faire retrouver des victimes, des enfants agressés sexuellement, par exemple, ou des victimes de crimes. Mais les crimes, là, c'est assez large. C'est pas simplement il y a aussi des crimes économiques, des crimes qui sont peut-être donc, pas ce si serait urgents. possible, mais très restreint, très encadré, très contrôlé, c'est ça? Exact. Mais dès lors qu'on le rend possible, dès lors qu'on donne un pouce, on prend un pied. Là. Donc, c'est un danger, puis c'est très critiqué aussi, là, le traitement du règlement européen quant à la reconnaissance faciale. On aurait souhaité que ce soit peut-être moins permissif. Fait que ça, c'est tous les risques inacceptables. On en a 3 qui sont vraiment inacceptables. Puis la reconnaissance faciale, qui est inacceptable quand ça nous tente. Inacceptable avec un petit i, là. Exact. Après ça, on embarque dans le haut risque. Ça, c'est comme des systèmes d'intelligence artificielle qu'on permet. Ça, c'est pas rouge, là, mais c'est jaune. C'est jaune, c'est ça. Qu'on permet, mais vous allez être obligé de vous conformer à un certain nombre de principes. Là. Transparence de vos fonctionnalités. Vous devez vous conformer. En fait, on doit se conformer à un certain nombre, 8 grands principes à suivre. Avant de le commercialiser. Avant de le commercialiser, exactement. Donc, ex ante. Ex ante, exactement. Pour avoir un CI, T'as vu, David? Hein? T'as vu? J'ai tout compris.
Hein? Ça aurait été si simple si on avait dit avant-après. Ouais. Ça aurait été si simple. Mais c'est ça, on obtient un petit logo, là. Puis c'est un logo qu'on a tous déjà vu, le CE, là. On le voit sur plein de Oui. produits. Puis on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire conformité européenne. C'est conforme aux lois et règlements européens. Puis c'est ça. Donc, il y a des principes de transparence, de gestion des données aussi. Il faut avoir un plan de gouvernance des données pour éviter les Puis biais. est-ce qu'il y a des exemples de technologies qui sont associées à ça? Oui. Ça ressemble à quoi? En fait, c'est surtout des secteurs qui sont délimités, des secteurs comme étant à haut risque. Mettons, tri dans les hôpitaux. Si on utilise un logiciel pour qui entre, qui sort à l'hôpital ou qui doit être priorisé, ça fait partie de ça. La répartition des ressources comme l'eau, les services d'incendie, système de justice, travail, emploi. Donc, c'est ça, il y a une longue liste. C'est jaune, ça se fait, mais il faut que ça soit encadré. Exact. Qu'il y ait ça respecte des bonnes des pratiques. procédés. Okay. Mais des bonnes pratiques, puisque c'est quand même respecté par les bons acteurs, les bons joueurs. C'est pas outrancier là, comme requirement. Ensuite, il y a la question. Quoi? Requête, non? Requête, non, comme. Bon. Ce mot-là, là, vous aurez compris à la maison. On l'aura pas. Après ça, c'est ça. Donc, inacceptable, au risque, c'est le jaune. Transparente, qui est un peu une catégorie poreuse, là, transversale, qui peut être jaune, qui peut être rouge, qui peut être verte. C'est simplement les deepfakes et compagnie. On doit dire deepfake, reconnaissance d'émotion. Puis, donc, deepfake, reconnaissance d'émotion. Et un autre système qui m'échappe, on doit le nommer. Quand on doit faire. Si je vais sur YouTube, puis je consulte une vidéo, puis que ça a été fait par un deepfake, on doit l'indiquer que c'est pas... Ah oui, puis il y a un assistant vocal aussi. Je dois toujours savoir, en fait, quand je m'adresse à un système qui n'est pas véritablement humain. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça aussi. Donc, l'obligation, ça serait une obligation tranquillement qui s'installe. Là, si c'est deepfake, s'il y a une tromperie d'une certaine façon, il faut au moins dire « Attention, vous êtes trompé ». Puis ça règle une bonne partie des problèmes. Mettons le vidéo de Tom Cruise qu'on a vu où c'était un acteur qui personnifiait Tom Cruise. Ouais. On voyait son visage exactement, mais il aurait fallu qu'il y ait une petite notice au début, vous consultez une vidéo qui a été truquée. De la même manière, les assistants vocaux, par exemple, de Google qui te permettent de prendre un rendez-vous chez la coiffeuse sans appeler personne, qui te décharge, nous, milléniaux, de toute l'obligation de parler au téléphone avec des gens. Ben, la coiffeuse, elle doit savoir. Parler avec des gens. Hein? C'est ça, la personne avec qui interagit, avec un chatbot ou un assistant vocal, elle doit savoir qu'elle parle à un robot. C'est une belle mesure. Là, on est rendu, est-ce qu'il y en a des vertes qui sont nommées? Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Fait que ça nous permet d'avoir tout le reste. Spam, jeux vidéo, c'est les exemples qu'ils donnent à ce moment-là. Juste un peu, vous pouvez continuer de faire comme ce que vous faites actuellement. Ça ne change pas grand-chose. Puis il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de la définition trop large de l'intelligence artificielle parce que ça inclut, par exemple, les statistiques bayésiennes. Avancé, ouais. Puis ils disaient, ben là, on se met à réguler des stats, ça ne sert à rien. Dans les faits, on régule simplement des stats qui sont utilisés à des hauts risques. Là. Si l'utilisation de statistiques n'a pas vraiment d'impact négatif, vous pouvez continuer de les faire comme vous voulez. Fait que c'est un règlement qui est quand même assez intéressant. Moi, j'arrivais un peu avec une brique puis un fanal qu'en le lisant. Là, je suis pas une fan du RGPD, donc je m'attendais pas à être fan du règlement européen non plus. Puis plus je me suis plongée, plus c'est vraiment une initiative intéressante qui va avoir des impacts importants au Canada. Très intéressant, puis ça faisait partie des questions soulevées pendant la conférence en question. C'est quoi l'influence de ce règlement-là sur la réglementation canadienne? C'est-tu habituellement la réglementation européenne, est-ce que ça influence à ce point la réglementation canadienne? Oui, il y a une auteure très intéressante qui a écrit un livre, ça s'appelle Brussels Effect, comment l'Europe nous gouverne tous au final. Puis c'est ça, l'Europe particulièrement via des mécanismes d'extraterritorialité, puis le plus bel exemple, c'est le RGPD, a réussi à faire imposer son droit partout à travers la planète. Je pense que depuis l'avènement du RGPD, la majorité des États se sont conformés à prendre des lois qui sont basiquement fondées sur ce qui a été écrit en Europe. Donc, puis oui, le Canada, certainement, les 2 dernières lois en matière de protection des renseignements personnels sont calquées sur les principes européens. Donc, on peut s'imaginer que la même chose va se produire avec le AI Act. Puis si j'avais quelque chose à dire, du moins, c'est un règlement qui ne sera pas adopté avant 3 ans au minimum, puis 5 ans avant d'entrer en effet.
j'ose espérer que, sachant que le Canada va être influencé par les principes américains, les principes européens, il va Qu'il tenter d'être... participe pour moi à leur élaboration et Exactement. tenter de l'influencer. Exactement. Très intéressant. Beau résumé. Écoute, tu nous as fait ça en 10 minutes. C'est vraiment très bien. Merci. Merci, Eve. Donc, tu travailles sur plein d'autres choses, mais aujourd'hui, on va faire le... C'est les gros dossiers, là, les gros dossiers des derniers temps. Ça sera ça pour toi aujourd'hui. Puis la prochaine fois, bon, on en saura plus sur les projets dev. David, tu parles pas, David. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes projets ces temps-ci, là? Ben, j'écoutais qu'est-ce qu'elle disait, c'est pour ça. Ben oui, c'est une bonne idée. Ben moi, il y a quand même beaucoup de projets aussi. Là. Moi aussi, j'ai trop de projets. Là. On en a trop, là, puis on ne sait plus quoi faire. Mais je dirais que les deux... ben, il y en a un présentement que j'aime bien aussi qui va faire un petit peu un pont avec justement tout ce qu'elle avait discuté, qui est finalement, bon, on a fait un cours, Eve et moi, ensemble la saison passée sur justement un séminaire de droit, puis ça parlait beaucoup d'éthique, entre autres, du droit, puis c'est quoi l'encadrement légal. Puis dans le cadre de la réflexion de tout ça, ben, il y a un article que j'ai commencé à travailler avec une collègue dans ce cours-là avec qui j'ai fait, puis c'est sur un peu se poser une question si le cadre juridique au niveau des biais discriminatoires est suffisant pour taper ses doigts des entreprises. Bon, on sait que la Commission des droits de la personne qui permet notamment tout ce qui est discriminatoire, proscrit par la loi, ben, tu n'as pas le droit de le faire. C'est fine, c'est déjà en place. Mais il y a quand même un petit volet où est-ce que ben, on est plus en réactif plutôt que proactif, puis ben, on est en mesure de se demander si ces gens-là sont vraiment qualifiés de pouvoir analyser un algorithme dans un temps qui est raisonnable. Tu sais, que ça ne prend pas 4 ans à arriver avec un verdict, mais on parlerait peut-être plus de quelque chose qui est plus réactif, surtout en considérant que les algorithmes font des victimes, si on peut dire d'une certaine façon, à grande échelle, à vitesse grand V. Puis, ben, c'est pas mal la réflexion, moi, que j'ai eu beaucoup dans les 4 derniers mois, à savoir... Ben, Tu disais que vous écriviez un article là-dessus? Oui, exactement. Là, on est dans le dernier sprint. Là, il n'est pas encore publié. Vous allez publier ça où? Oui. On va publier ça à quelque part. Je ne pourrais pas dire où encore. Mais tu sais, en fait, là, on est dans le dernier sprint. On a eu des révisions vraiment intéressantes de certains organismes que je nommerai pas parce qu'ils ont voulu rester dans le noir, étant donné une position certaine de notre article. Mais sensiblement, on est rendu à l'étape de dire, ben, moi, en tout cas, du moins, dans ma tête, je suis rendu à l'étape de me dire, ben, je pense que c'est bien si on met un cadre légal, si on met, il y a un sens éthique. On a parlé aussi, les valeurs morales un peu, là, de certaine façon, 8 valeurs qu'il faut adhérer. Mais moi, j'ai un certain scepticisme par rapport à tout ce qui est le voile corporatif, puis quand même les entreprises, des fois, peuvent être bons d'avoir une étiquette, mais en arrière, il se passe vraiment d'autres choses. Oui, les valeurs, entre les valeurs promues puis les valeurs, on dit les valeurs actualisées, là, c'est ça. Des fois, il y a une bonne distance. Il y a une déception. C'est ça. Exactement. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de culturel, quelque chose qui peut être différent certains des pays, pour ne pas nommer des pays où est-ce que j'ai peut-être un petit peu plus une certaine amertume par rapport au milieu corporatif. Puis disons que moi, ma réflexion est beaucoup en train de poser, je suis en train de demander, ben, c'est quoi que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre un ordre finalement au niveau des praticiens en IA? Puis c'est qui au Québec qui pourrait occuper cette espèce de rôle-là? Je sais qu'il y a eu une discussion dernièrement, entre autres à l'ACFAS, où est-ce qu'il y a des ordres professionnels qui ont commencé à, entre autres. Un ordre professionnel, pourquoi? Pour des informaticiens? Pour qui? Non, en fait, pour pouvoir aller chercher finalement un peu plus d'actes protégés. Littéralement, dire, ben, c'est quoi les actes protégés qu'on peut voir, notamment en informatique? Développer une solution IA, OK, fine, c'est de l'informatique telle quelle. Par contre, faire un outil d'un algorithme, ben là, on parle peut-être d'une expertise qui est différente, qu'on aurait un intérêt à ce qu'elle soit régulée ou du moins bien définie sur c'est quoi le profil qu'on cherche comme personne qui pourrait faire ça. Ou est-ce que c'est un profil ou des profils, en fait, que ça va prendre pour être capable d'avoir vraiment une approche de tout l'ensemble de la solution. Puis je trouve ça intéressant. Puis je suis pas mal dans ces réflexions-là actuellement avec d'autres personnes à savoir, ben, est-ce qu'on propose quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on y va avec ce qui existe déjà sur place? Je ne peux pas dire que ma réflexion elle est complètement tranchée, mais c'est beaucoup là-dessus que je réfléchis de manière... Tu parlais de professionnalisme puis de professionnalisation. Là. Les informaticiens, en tout cas au Québec, ça fait plusieurs démarches qui entament là, pour professionnaliser
L'ordre d'ingénieur, ça fait longtemps qu'elle essaye. Là. C'est-à-dire qu'il y a eu deux mouvements. Là, c'est-à-dire que les informaticiens et informaticiennes du Québec, à un moment donné, s'étaient regroupés pour se créer un ordre professionnel. Donc, il y avait eu une vraie demande en bonne et due forme à l'Office des professions du Québec où on essayait de voir c'est quoi une profession, puis pourquoi on devrait aussi intégrer aux différents professionnels au Québec les informaticiens et informaticiennes, entre autres, parce qu'ils jouent avec tous les aspects de notre vie, puis s'ils ne sont pas bons, incompétents, c'est comme, tu sais, pourquoi que les ingénieurs font partie d'un ordre professionnel? C'est parce que si le pont il tombe, ça va pas bien, là. Même chose pour des infrastructures de la sorte, là, s'assurer que ça soit... Parce qu'il y en a des excellents informaticiens, là, mais tu sais, ça peut être variable. Il y a de la variance, mettons. Il y a de la variance. Il y a de la variance, je vais te le laisser dire. Mais tu sais, c'est ça, l'homogénéité, les barrières à l'entrée, la formation continue, toutes sortes d'outils qui sont... Puis la surveillance, les sanctions, toutes sortes d'outils là, qui sont là au sein d'une profession. Puis chez les informaticiens, ils avaient fait une démarche qui avait été carrément refusée en 1996. Toutes sortes de raisons, ces rapports-là sont disponibles. Puis tranquillement, tu le disais, là, c'est l'Ordre des ingénieurs qui a tenté d'intégrer les informaticiens, informaticiennes, génie logiciel aussi à ces actes qui sont protégés, au titre aussi qui est protégé. Puis récemment, la loi a été changée sur les ingénieurs, puis il y avait une chance d'intégrer les informaticiens, informaticiennes, puis ça n'a pas passé. Il y avait un projet de loi, tu le vois, le projet de loi, les informaticiens sont dedans, puis juste à la fin, là, on se met à supprimer, puis éditer, puis à la fin, c'est pas encore fait. Donc ça, c'est une belle piste là, qui sera probablement explorée dans les prochaines années. Informaticiens, ceux qui travaillent dans ces domaines-là, comment on fait, je pense que la question est légitime, comment on fait pour les encadrer, pour s'assurer qu'ils soient suffisamment compétents, qui respectent les règles, les normes, donc tout ça, là, ça fait partie des enjeux. C'est quand même récent là, comme profession, comme métier informaticien. Là. Peut-être que c'est aussi pour ça là, que ces questions-là ne se sont pas encore posées, mais c'est sûr que ça va venir. Là. Oui, exactement. Là, tu l'as vraiment bien nommé. Là, mais en dehors aussi de savoir est-ce que quelqu'un peut bien écrire des lignes de code, parce que je pense que ce qui est beaucoup, du moins de mon entourage et des gens que je connais, c'est que l'informatique, n'importe qui peut l'apprendre avec Internet. Fait qu'il y a comme une espèce de message être autodidacte, d'apprendre ça par soi-même. Fait que là, un organisme qui vient t'imposer ça devient un petit peu plus complexe de voir comment on régule ça. Moi, je pensais plus, j'avais plus mon focus sur l'audit des algorithmes ou un peu comme... Moi, j'ai un milieu qui est plus... je fais background en actuariat, puis de ce milieu-là, il y a vraiment... Tu as une personne à la fin qui signe les états financiers ou tout ce qui est les réserves finalement actuarielles, puis c'est l'actuaire en chef. Est-ce que ça prendra une espèce de rôle comme ça qui est finalement dire, cette personne-là, là, moi, à la fin, là, je te dis, là, cet algorithme-là, je le signe. Les gens qui sont sur le staff, sur le payroll sont fiables. On a mis des protocoles en place pour s'assurer qu'on ne fasse pas de bavure. Puis tout ça arrive à la fin d'être capable de dire, cette personne-là a la responsabilité de s'assurer que les gens qui travaillent sur ça sont qualifiés, qui sont capables de faire les choses qu'on leur demande, puis de mettre un organisme en place finalement qui est là pour protéger le public et qui est là aussi pour protéger les intérêts de l'entreprise, mais les intérêts du public aussi de manière vraiment importante. Bon. Ma réflexion n'est pas totalement terminée. Mais peut-être qu'on a la solution, ça prend juste à la fin un actuaire et un ingénieur qui signent ton algorithme. Puis, peut-être. Non, je ne pense pas qu'un actuaire a nécessairement les compétences. Je pense pas que c'est... Mais c'est ça le problème. C'est une bonne question. Parce qu'on l'a bien, là, parce que étant donné que c'est entre les deux, là, ça prend des compétences en génie informatique, statistique, tout ça. Actuaire. Un actuaire, c'est pas un statisticien. C'est plus quelqu'un qui va vraiment comme quantifier un risque, combien un risque coûte dans le temps. Mais y a-tu les compétences pour dire cet AI-là, est-ce que le projet que vous avez développé, je suis prêt à le signer? Est-ce qu'il y a une compétence pour dire j'en suis responsable? Puis l'ingénieur, est-ce qu'il a lui aussi suffisamment de compétences pour dire j'en suis responsable? C'est là toute la question, je crois. Qui a cette compétence-là? Puis qui a la compétence aussi d'être au-dessus de cette personne-là puis dire toi, tu as la compétence, je dis que tu as la compétence de le faire. Puis je te surveille, puis j'ai la compétence de te surveiller, puis j'ai la compétence aussi et la capacité de pouvoir taper ses doigts si tu ne le fais pas comme il faut. Puis la capacité aussi, puis la compétence de pouvoir investiguer dans ton entreprise
et je ne vais pas avoir des bâtons dans les roues. Fait que, c'est tout ça un peu. Puis je suis imputable aussi. Si je signe, puis c'est tout croche, ben, on peut se retourner vers moi puis dire, ben, qui a signé ça? Qui a signé? C'est David qui a signé ça. Bon, ben. C'est ça. Ouais. Puis, moi, ça m'a fait réfléchir. Je me demande s'il y a des produits d'assurance qui vont commencer à apparaître, finalement, de protection contre la discrimination, finalement, au niveau des algorithmes. Est-ce que c'est le genre de produit qui va commencer à apparaître parce que les entreprises vont vouloir se prévaloir de ce type de risque-là puis de se protéger contre ce type de risque-là? J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui vont commencer à bouger parce que l'assurance qu'on la connaît actuellement est peut-être avec l'automatisation des véhicules. Il y a beaucoup de risques qui sont de moins en moins importants. Ils vont vouloir aller chercher à élargir leur portefeuille d'assurance pour continuer à grossir leur croissance. Ça pourrait être le genre de risque qui finit par être assuré finalement d'une certaine façon, mais comment on va arriver là, ils vont vouloir avoir une certaine certification que qu'est-ce qui est assuré aussi est bien fait. Fait que je ne sais pas si ça va être une autorégulation du marché ou une régulation étatique ou peu importe les mécanismes vont se mettre en place. Fait que, l'autorégulation, c'est juste pour éviter la vraie régulation, puis on s'entend entre nous, puis on se donne des poignées de main, puis on s'aime bien en chum. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place si on va aller vers un modèle qui est plus d'autorégulation. En tout cas, personne, moi, je pense pas que ça permet toujours de bien régler les problèmes. Puis ça crée beaucoup de zones grises puis d'inégalités, je pense, dans un système. Mais ça, c'est mes opinions personnelles. Ça, c'est le premier point. On va passer au deuxième. Il ne faut pas trop étirer non plus. Faut que je me incroyable, je me sens ça moi-même. Ton flow là, est incroyable. Vas-y, parle-nous de ton deuxième. Et mon deuxième. J'irais plus avec... je vais finir avec mon projet de recherche, finalement, là, que j'essaie d'avoir beaucoup de réflexions ces temps-ci, là, mais c'est plus difficile... j'ai un petit peu de la misère à le cadrer comme il faut. Actuellement, moi, ce que je cherche à faire, avec les derniers, peut-être 1 an ou 2, j'ai beaucoup travaillé avec tout ce qui est les contrats, avec le domaine de l'assurance. Oui. Puis, avec le droit aussi, l'éthique, l'apprentissage machine. Puis, ça serait le fun de tout mettre ça ensemble là, pour mon doc, de faire quelque chose, là, un Frankenstein de ces 4 trucs-là. Faut pas que ça ressemble à Frankenstein, tu le sais. Mais c'est ça, il ne faut pas. Mais là, me dire, je vais tout mettre ça ensemble. Mais là, c'est ça que j'essaie de ne pas faire, un Frankenstein. Parce que, un des enjeux que moi, je dirais que, de mon expérience, c'est que l'assurance est souvent très mal comprise. Puis elle répond à un besoin réel, qui est finalement, au moment que ta maison passe au feu, tu veux avoir une nouvelle maison, tu ne veux pas te retrouver dans eux. On voit les GoFundMe et les trucs comme ça sur Internet de gens qui ont tout perdu puis que les gens leur donnent de l'argent pour se reconstruire. C'est un mécanisme d'assurance, c'est juste qui est non officiel et non réglementé. C'est juste après sinistre, finalement, qu'on va chercher des mécanismes pour essayer d'aller chercher de l'argent pour se reconstruire. Puis souvent, ces contrats-là, c'est très abject à lire, c'est long, c'est une 30, 20, 30, 40 pages. Il y a beaucoup de termes qui sont difficiles à comprendre. Souvent, il y a des espèces d'opposition, si on peut dire, où est-ce que tu as le contrat de base qui dit on couvre pas ça, on couvre pas ça, puis à la fin, tu as 4-5 pages qui dit voici les avenants maintenant qui dit qu'on couvre ta piscine, qu'on couvre contre ça, puis qu'on couvre contre ça. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui ne comprend pas très bien le concept d'avenant, ça peut venir difficile de comprendre réellement sur quoi qui est protégé. Puis là, on s'en va aussi depuis l'année passée, 2019, les assureurs peuvent vendre l'assurance 100% en ligne, c'est-à-dire sans que jamais un humain intervienne de façon verbale dans une transaction. Ah oui, c'est possible. Peut arriver. Oui, depuis 2019 ou 2020. En tout cas, il me semble que c'est 2019. Sans jamais qu'on parle à quelqu'un. Moi, je peux m'acheter une assurance en ce moment. Exactement. Sans parler à quelqu'un. Ça m'intéresse. Avant, on peut faire la soumission. Oui, quand on a parlé tantôt, les milléniaux, ça nous rejoint. Là. Tu peux faire la soumission. Non, mais nous, là, je parlais à Ève là, qui tantôt, là, je reprenais son cadre de tantôt. Oui. Puis avant, on peut faire la soumission, mais il fallait toujours terminer la transaction par un humain, finalement, qui expliquait les protections, qui s'assurait que tout avait bien été fait. Mais maintenant, la loi permet de faire une transaction 100% en ligne. Fait que là, ça a ouvert la porte à des questions vraiment importantes parce que l'agent d'assurance a un rôle important. Il est là pour protéger le public et aussi protéger l'assureur. Il y a un double rôle, finalement. Son code de déontologie lui permet de faire en sorte qu'il dit c'est peut-être pas la même protection que le client, puis il faut que je m'assure que ce risque-là, il n'a pas essayé de nous mentir pour avoir une meilleure police, puis que finalement, il arrive un sinistre où son auto est déjà endommagé, puis il essaie juste de passer l'assurance pour passer ça sur notre auto. Fait qu'il y a comme ce rôle-là, mais il y a un rôle aussi important, c'est vraiment d'expliquer les protections, finalement. Puis là,
en faisant une transaction 100% en ligne, ben, comment on espèce d'expliquer ça? Bon, on peut ajouter les descriptions du texte, mais là, il faut que la personne le lise vraiment. Si on met un chat en ligne, il faut que la personne vienne nous parler pour vraiment interagir avec. Puis, ben, c'est difficile à scaler. En bon français, là, vraiment faire mettre à l'échelle. Je pense que c'est la traduction, là, mettre à l'échelle. Fait que là, ben, méthode de recherche, ça serait de dire, ben, on va essayer de créer un résumé de manière automatique pour une personne. On va supposer qu'on connaît son profil, puis je vais y créer un résumé finalement qui est en fonction de son niveau de difficulté qu'elle est prête à avoir pour un texte. Par exemple, ben, moi, je n'aurais peut-être pas la même explication que toi ou que Ève, qui comprend très bien le droit. Ben, peut-être qu'on va utiliser des termes juridiques parce que c'est son vocabulaire qu'elle est habituée d'entendre. L'idée, ça, c'est le grand projet. Créer un résumé pour monsieur, madame, tout le monde, qui est ajusté en fonction de sa propre personne, qui est personnalisé, puis qu'on lui explique le contrat d'assurance en quelques lignes plutôt qu'avoir une affaire qui fait 10 pages. C'est beau, tout ça. Comment, là, j'ai beaucoup de problèmes. Comment je vais chercher des données qui ont de l'allure? Comment j'explique les contrats? Quel type de contrat qu'on veut travailler? Puis, tu sais, un contrat, on ne veut pas juste créer un résumé. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, il y a des avenants qui viennent contredire d'une certaine façon des parties du contrat parce qu'on vient rajouter une protection. Fait que là, ce n'est pas juste d'extraire l'information puis de le condenser. C'est de s'assurer qu'on a l'information à jour dans le flow du contrat puis qu'on va chercher les avenants pour contrecarrer finalement les parties de la protection, de la police de base qu'on dit que ce n'est pas couvert. C'est de donner des exemples concrets aussi souvent pour les gens. Puis c'est d'utiliser un vocabulaire qui est pas trop abrutissant, mais pas non plus trop complexe. Fait que comment on arrive à mesurer ce bon niveau-là? Fait que finalement, c'est d'essayer de cadrer, de dire comment j'essaie d'arriver à la fin et de dire, ben, je rends l'assurance plus intelligible. Là, il y a un petit peu, ça ressemble un peu avec les plumitifs Dev aussi, là, rendre tout ça un peu plus... Un peu, effectivement. Moi, je ne veux pas m'embarquer dans des entrevues, par contre. Je n'ai pas envie tant de faire ça, parce que ça peut être long et fastidieux, c'est un gros protocole. Peut-être que je vais être obligé à la fin. Non, ça peut être un autre volet, là, éventuellement. Je pense que la recherche, à un moment donné, il faut dire, ben, tu sais quoi, ça va être assez là, pour faire un doc, ou ça va être assez pour faire un mémoire. Ça va être assez. Puis à un moment donné. Tes messages? Non, mais je le sais parce que je l'ai fait, mon doc. Là. Fait que on veut tout faire et bien faire. Puis il y a un moment où il faut que tu dises, ben ça va faire. Là. Ça, on a fait. J'aurais envie d'aller là, mais non. Puis même chose quand on arrive pour défendre. Là, ça s'appelle une défense de thèse. Là, c'est pas pour rien. Là, c'est qu'il faut défendre le fait qu'on justement on n'a pas tout couvert. Là, puis on n'a pas tout fait. Mais c'est dans le cadre d'un projet de recherche. Ce qui est là, c'est rigoureux. On aurait pu faire bien d'autres choses. Mais donc il y a ces enjeux-là. Ouais, c'est cette partie-là que j'ai de la misère un peu actuellement. J'ai tout plein d'idées. Là. Mon texte, il va très large. Puis là, ben, j'essaie de le synthétiser. Ça fait partie du processus. Là. Là, je sais pas. Là, oui. Je peux te poser une question, David? Vas-y. Fait que là, est-ce que c'est encore du NLP? Est-ce que tu générerais... Comment tu générerais tes résumés? Est-ce que tu les générerais à partir de modèles de langue qui ont appris sur Wikipédia ou tu les générerais à partir de modèles de langue, de systèmes à base de règles qu'un expert t'aurait dit, ben ce mot-là, ça veut dire telle chose pour un... Mettons, il y a des capsules qu'on voit souvent sur YouTube, là, genre un concept, le boson de Higgs est expliqué à genre un enfant de 5 ans, un enfant de primaire, blablabla. Et comment, est-ce que ce serait un système expert qui dit, bon, règle A, niveau A, un enfant de 5 ans, c'est ça le mot. Niveau B, c'est ça le mot. Ouais, c'est ça? Actuellement, c'est une bonne question. J'essaie de porter plus vers les modèles génératifs, mais j'ai réfléchi à différentes approches. Il y a aussi des approches, finalement, mon problème, je suis en train de beaucoup de modéliser. En fait, on appelle ça un problème de traduction. Je parle d'un langage A, je veux me rendre vers un langage B. Là, ça donne, c'est français-français, sauf que c'est un langage soutenu A avec un langage peut-être plus familier B. Puis finalement, c'est juste c'est des modèles génératifs sous contrainte. Je lui donne une contrainte. Puis probablement, actuellement, c'est de dire, mon idée, c'est de dire, je vais avoir un dictionnaire de mots de traduction. Par exemple, ce mot-là, on veut le faire traduire vers là, qui serait défini probablement par un expert. Puis supposons que j'ai un tel dictionnaire, ben qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est un peu là probablement que je vais essayer de cadrer mes travaux de recherche. Puis ce dictionnaire-là, soit que je l'utilise communément comme il serait utilisé, soit que c'est le partenaire, j'ai un partenaire finalement, là,
je n'aimerais pas son nom parce que je ne sais pas à quel point c'est confidentiel, mais cet appartenant-là peut-être va me fournir ce genre de dictionnaire-là. Puis je vais dire, ben moi, pour mes articles que je publie, on va supposer un dictionnaire, mais dans la vraie vie, pour mon partenaire, ben, on va avoir ce dictionnaire-là qui est défini. Puis je fais ce transfert entre les deux. Fait que c'est un peu comme une idée à base de règles, parce qu'il y a un système, il y a un expert qui vient dire, ben ce mot-là, c'est ça. Est-ce que je vais juste utiliser ça? Peut-être que je vais essayer vers finalement différentes approches parce que là, j'ai différentes formes que je peux conditionner mon modèle. Je ne sais pas si je vais aller purement dans le génératif ou si je vais aller dans un mix de génératif. Tu sais, bon, juste pour expliquer, génératif, c'est vraiment de générer des mots, de choisir des mots. Puis tu as l'extractive summarization aussi, qui est là que j'extrais des phrases du texte, puis je vais juste les mettre dans un autre document, mais c'est de choisir les bonnes phrases. Je vais peut-être faire un modèle hybride où est-ce que je vais extraire un peu de phrases, et après ça, je vais peut-être reformuler mes phrases pour qu'elles soient plus claires avec un choix de mots. Je suis rendu à plein de places dans ma tête autour de ça, mais il y a beaucoup d'opportunités. Puis un point que je n'ai pas parlé à la fin, mais comme justement, on fait un résumé quand même d'un document, d'un contrat qui a teneur, là, ça a une très grosse valeur. Il peut y avoir des poursuites, il peut y avoir plein de choses qui peuvent découler de ça. Mais il faut que je m'assure à la fin que ce soit certifiable, que je suis capable de dire, ben, on va s'assurer, que le modèle ne dit pas n'importe quoi, tu n'es pas couvert, il ne va pas dire, mettons, tu es couvert pour 600 000 mais en fait, tu es juste couvert pour 300 000 Puis là, finalement, on a comme un petit problème au niveau de ça. Fait que c'est là que j'essaie de voir comment tout ça va prendre forme, vers quelle approche va prendre. C'est ça. Mais ça reste du NLP. Je travaille des données textuelles, bien sûr. Ouais. Parce que c'est ça, parce que ma question, elle venait d'un... Puis après ça, Jean-François, on arrive à tes actualités vraiment intéressantes. Ça va prendre 4 secondes. Mais c'est ça, c'est un problème qu'on rencontre avec Nicolas. Tu sais, si un modèle génératif, si je comprends bien, c'est statistique. Là, c'est le mot qu'on voit le plus souvent va être celui qui va apparaître après. Est-ce que c'est le cas? Parce que nous... Oui, exactement. Parce que, dans le génératif, c'est... Oui, vas-y. Parce que ce qu'on voit apparaître, c'est par exemple que le modèle va nous popper un chef d'accusation qui n'était pas là, mais compte tenu que c'est le chef d'accusation qu'il a vu le plus souvent, mais il va ajouter que le criminel, maintenant, il est aussi accusé de voie de fait, même si c'était pas le cas. Là. Fait qu'il y a vraiment un enjeu de véracité, puis d'exactitude, puis de fiabilité de l'information qui commence à nous questionner sincèrement et sérieusement. Là. C'est ça, parce que, tu sais, bon, comme tu l'as dit, c'est un modèle probabiliste. Là. Finalement, c'est des statistiques. Puis là, ben, tu sais, quand on parle, mettons, d'articles de loi, on va dire il est accusé selon tel article. C'est pas le plus populaire qu'on veut qu'il soit là. On veut que ce soit le vrai qui soit là. Fait que c'est là, finalement, que c'est là que probablement la partie hybride que j'irais chercher. C'est qu'il y a peut-être des plaques, je vais juste extraire l'information du texte, puis je vais venir la remplir dans ces trous-là. Mais les phrases autour, quand elles vont être construites, ça pourrait peut-être être du génératif. Okay. Fait que, par exemple, mettons, je vais avoir un début de phrase qui va être écrit par un modèle. Puis là, je vais avoir ce qu'on appelle souvent un masque. Là, j'ai un mot que moi, je vais insérer là. Puis, il ne saura peut-être pas encore c'est quel mot, mais l'idée, c'est que ce mot-là va pouvoir substituer pour un pourcentage. Peut-être, vous êtes couvert pour 300 000, 400 000, 500 000, peu importe. Mais la phrase autour pour expliquer c'est quoi un montant de protection, par exemple, ben, elle va peut-être changer en fonction de l'utilisateur. Mais ce montant-là va être extrait et directement injecté dans le texte finalement, plutôt qu'être généré de manière aléatoire. Vraiment trippant. Moi, ce qui vient de se passer là devant moi, là, c'est. Je pense que j'ai fait ce podcast-là puis cette enquête-là pour assister à ça. Voir d'abord une future juriste, parler avec David. Puis ça parlait de machine learning, ça parlait de toutes sortes de choses. Puis moi, je comprends ce que vous dites. C'est vraiment trippant de voir ça. Là. Je trouve qu'on a réussi à trouver le ton, en tout cas, les explications même. Je comprends ce que tu dis, David. Je ne comprenais pas toujours au début. mais là, ça va. Là, c'est plus clair. C'est vraiment intéressant là, de voir à la jonction de ces trois champs-là, le philo, en tout cas, moi, c'est philo-éthique, droit, puis informatique, actuariat, assurance, tout ça, là, ça commence à faire du sens. Je célèbre ça. Merci, David. Écoutez, ça fait un bout qu'on parle. Je vais quand même vous parler de mes projets. Je vais vous parler d'un projet. Je pense pas je vais avoir le temps de tout aborder. De mon côté, ben, c'est j'ai plusieurs projets. D'abord, j'enseigne recherche, conférences, toutes sortes de comités admin là, qui finissent plus. J'aime bien ça, là, mais des fois, c'est un peu long. C'est un peu long tout ça.
Ma recherche en AI, éthique AI, tout ça, je suis en train d'écrire justement quelque chose. Moi aussi, je ne sais pas où je vais publier ça, mais je suis en train d'écrire quelque chose justement avec un angle vraiment, c'est quoi la recherche en AI en ce moment? Puis, essayer de voir comment j'aime bien l'approche là, anthropo-sociologique. Là, tu sais, regarder cette recherche-là, là, on va en parler dans notre prochain épisode de la recherche en AI, qui sont ceux et celles qui dominent dans ce champ-là, mais les regarder comme si c'était une population étrange qu'on essayait de comprendre. Puis j'ai quelques pistes d'analyse intéressantes, là, je vous en ferai part bientôt. Un des dossiers qui me stimule ces temps-ci, puis qui occupe beaucoup de mon temps, mais qui est très, très intéressant, en tout cas pour moi, qui est passionnant, c'est pas nécessairement en AI, mais c'est un peu en informatique que je vous le raconte. Là. Dans le cadre de mon cours, je donne un cours qui se donne à des informaticiens, mais il y a aussi des étudiants en génie. Donc, sciences et génie, c'est un cours universitaire. Puis, pour donner un cours d'éthique à des étudiants en sciences et génie, c'est pas nécessairement le cours qu'on souhaite suivre. Là. Donc, il a fallu que je développe toutes sortes d'outils pédagogiques pour essayer de rendre mon cours intéressant, puis stimulant pour cette gang-là. Donc, tranquillement, j'ai utilisé toutes sortes d'outils. Je ne ferai pas la liste de tous les outils que j'utilise pour rendre ce cours-là plus intéressant, mais il y en a une que j'ai commencé à utiliser. C'est un système de trophées et récompenses. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Des trophées et récompenses un peu inspirés de l'univers des jeux vidéo. Donc, si vous vous intéressez un peu à l'AI, informatique, jeux vidéo, j'imagine que ça vous touche un peu tout ça. Puis si vous donnez des cours, ça vous touchera encore davantage. Je me suis mis à leur donner des micro-récompenses, un peu comme on voit dans les jeux vidéo. Là. Tu mets ton jeu dans la console, puis déjà, tu as un trophée, puis tu fais ton premier tableau, puis tu as un autre trophée, puis tu bats quelqu'un, puis tu as un autre trophée. Donc, des trophées, ils t'en donnent à la tonne. Puis moi, je me suis mis à donner des trophées aussi à colliger tout ça dans un chiffrier Excel. Donc, l'étudiant, il est présent en classe, je lui donne un trophée, il pose des questions, je lui donne un trophée. Il est drôle, je lui donne un autre trophée. Il a la meilleure note, il a complété tous les questionnaires à temps. Il se branche 200 fois sur les notes du cours. Trophée, trophée, trophée. Donc, je donne des trophées, trophées. Puis ça a bien été, puis ça a bien répondu. Mes étudiants, c'est sûr que c'est une population, je dirais qu'il y a 80% de jeunes hommes là-dedans. C'est sûr que ce genre de processus-là, ça stimulait un peu tout le monde. Mais de mon côté, c'est devenu une espèce de chiffrier Excel imposant. Puis, je ne savais plus quoi faire. Puis, je suis allé voir le soutien, le bureau ici à l'Université Laval de soutien développement informatique pour m'aider avec ce système de trophées-là. Puis, à développer même, pourquoi pas, une application informatique là, qui me permettrait d'automatiser, de colliger tout ça, de rendre tout ça un peu plus professionnel. Puis, ça fonctionne. Puis, vous irez voir, là, j'ai publié un article. Ça s'appelle « Évaluer les étudiants comme dans un jeu vidéo » ou « How teachers can use video games to motivate students ». Vous irez lire ça. Vous irez voir à quoi ça ressemble. Il y a même des images dans l'article de vidéo de l'application en question. Parce que depuis la publication de cet article-là, ça s'est drôlement emballé ici à l'Université Laval. En fait, la haute direction informatique ici à l'université souhaite faire de ce projet une espèce d'outil pédagogique institutionnel là, pour comme démontrer un peu le leadership éducationnel ici à l'université. Donc, éventuellement, ce serait prendre l'application qu'on a développée d'abord juste pour mon cours, mais l'application, ce qu'ils veulent faire, c'est la pousser pour qu'elle soit utilisée dans les facultés, dans les différentes institutions, donner des trophées pour ci, pour ça, pour avoir réussi ton bac, s'il le faut, ton cours, avoir telle compétence dans les programmes avec compétences, avoir telle qualité dans les programmes avec qualité. On a même, une fois qu'on a publié l'article, on a même reçu des demandes d'autres universités, d'autres écoles. Ici, on a les cégeps aussi qui ont communiqué avec nous autres. Il y a même des compagnies qui, pour motiver leurs ressources humaines, voulaient se servir des trophées, en tout cas du système en question.
Puis là, je vous disais que ça occupe de mon temps, ça occupe pas juste le temps que je prends en ce moment pour vous parler de ça, mais ça occupe aussi mon temps parce que là, je suis dans les réunions ici à l'université, présentation ici, conférence là, puis tout à coup, un système. Est-ce que je vous ai dit que ça fait pas partie de mes tâches, ça, faire ça, là? Mais je vous le dis. Moi, j'avais compris ça, là. C'est extrêmement stimulant, mais ça tire, là, en ce moment, là, ça tire un peu trop de jus à mon goût. Tu sais, je réponds à des courriels parce que il y a des personnes qui me demandent on peut-tu l'avoir? Mais on peut-tu l'avoir? T'as peu, là. On vient de la développer et pas tester à l'externe non plus. Donc, on a plein de demandes. Éventuellement, on souhaite peut-être aller à l'extérieur, mais on n'est vraiment pas là en ce moment. Mais c'est ça. Donc, ça occupe des. Tu sais, quand tu penses faire de la recherche sur un thème, puis tout à coup, tu te retrouves à faire de la recherche. Moi, c'est un peu de la recherche ils appellent ça Scholarship of Teaching and Learning, là, c'est-à-dire que tout à coup, mon enseignement devient un peu mon objet de recherche, là. Donc, éventuellement, ce que je souhaite faire, c'est même mettre en place, tu sais, vous voyez, moi, c'est 600 étudiants par année, là. Fait que 600 étudiants, ça génère de la donnée, là. Fait qu'éventuellement, ce que je veux faire, c'est prendre ces données-là, essayer de voir si mon système de trophées et récompenses, ça contribue à accroître l'engagement de mes étudiants. Puis si ça fonctionne, si je suis capable de mettre en place un beau protocole qui me permettra d'analyser tout ça, si je conclus qu'effectivement, preuve à l'appui, ce système-là accroît l'engagement des étudiants, ça se publie, ça, puis ça va être une belle recherche. Puis si je démontre que ce système-là ne contribue pas à l'engagement des étudiants puis ne sert à rien, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter tout ça, puis je vais gagner un peu de temps dans mon agenda, puis ça va faire bien mon affaire. Donc voilà, plein de projets. Et curieusement, on souhaite faire de la recherche, de l'enseignement sur toutes sortes de thèmes, puis c'est aussi ça, l'université. On se retrouve à investir beaucoup de ressources financières et humaines et du temps dans des projets qui ne mènent pas exactement là où on le souhaitait. Voilà, c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Pour faire un bond sur ce que tu viens de dire, j'ai justement lu cette semaine une recherche, je pense que c'est au Danemark, voyons, sur c'était quoi l'occupation des professeurs, puis en fait, des professionnels, puis si la recherche se faisait vraiment dans l'université, puis d'être professeur n'amenait pas nécessairement à ceux qui faisaient le plus de recherche. Leur activité principale, c'était surtout l'enseignement, administration, puis après ça, la recherche. Ben oui, ça, c'est un des... C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde un chercheur, là, il y a la conception qu'on s'en fait. C'est-à-dire qu'un chercheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lit, qui écrit, qui publie. Mais quand on regarde concrètement ce qu'il fait, là, il y a toutes sortes de tâches qu'on pense qui sont secondaires, mais qui font aussi partie de ce qu'il est. C'est un chercheur dans une université, c'est aussi quelqu'un qui a des tâches administratives. C'est aussi quelqu'un qui a des tâches d'enseignement. C'est aussi quelqu'un qui va donner des conférences. C'est aussi quelqu'un qui encadre des étudiants aux études supérieures. C'est aussi quelqu'un qui va en colloque, en congrès. Et tout ça, c'est pas des tâches autres que la recherche. C'est de la recherche, faire tout ça. Puis ces projets-là, même si des fois on a l'impression que c'est un peu plus loin de comment on s'était conçu, c'est quoi un chercheur, c'est aussi ça un chercheur. Passer un peu trop de temps sur un protocole, sur un système de trophées et récompenses qu'il ne souhaitait même pas créer au début, puis à la fin, ça vire bien, il faut voir où ça va nous mener. Mais voilà, c'est les grandeurs et misères des voies universitaires. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même souligner aussi le fait que c'est pas tout le monde qui met cet effort-là dans l'enseignement, puis je pense qu'il faut l'applaudir, là. Je suis certaine que de la part des étudiants, ça doit être très apprécié d'avoir quelqu'un qui s'intéresse aussi à comment les motiver à avancer et aller de l'avant. Donc, si ça marche bien, là, vraiment, chapeau. Merci pour les... Je suis d'accord avec Eve. Moi aussi, je vais te lancer des fleurs. C'est vraiment cool. J'ai lu, moi, l'article, là, vraiment, vraiment intéressant, ce que tu fais. Merci. Moi, c'est une question de survie. Tu sais, je le disais au début, quand j'ai commencé à donner ce cours-là, c'était un cours d'éthique en sciences et génie. Donc, les étudiants ne voulaient pas le suivre. Puis ceux et celles qui avaient à le donner n'aimaient pas nécessairement ça le donner parce que quand tu es formé en philo, tu n'es pas nécessairement formé en sciences et génie. Donc, trouver le juste
le juste ton, puis les justes mots, puis les justes activités pour stimuler tout le monde, y compris les étudiants, y compris le prof, parce qu'il faut que ça soit trippant pour tout le monde. Effectivement, ça a exigé beaucoup de temps et d'énergie. Puis merci de vos bons mots. Je suis plutôt fier de tout ça. Parce que je pense pas qu'il y en a des masses de gens qui disent, qui parlent de leur cours en parlant de tripant. Puis c'est beau. C'est trop rare. Malheureusement, c'est trop rare. Salutations à quelques profs. Vous en connaissez quelques-uns. Sans les nommer. Sans les nommer, évidemment. OK, c'est tout pour cette semaine. Merci Ève, merci David. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Prochain épisode, soyez là, parce que ce sera nos prix YARC ou IARK, comme YARC, nos prix YARC et nos prix Lovelace. Donc, nous récompenserons le pire et le meilleur de la recherche en intelligence artificielle. Donc, soyez-y à notre prochain épisode. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.